La psychoanalyse, en partant du même point de départ, présente les choses beaucoup plus simplement. Elle a attaché, comme nous l'avons vu, une importance colossale à la première opération, à la découverte du souvenir traumatique qui, selon son enseignement, doit toujours être d'ordre sexuel. Cette découverte, cette mise au jour doit suffire. Le malade guérit quand il a repris conscience de ce souvenir, de cette perturbation sexuelle qu'il a éprouvée dans sa petite enfance et qu'il a imprudemment refoulé dans le subconscient. Nous avons remarqué, disaient messieurs Breuer et Freud, dans leur premier travail sur l'hystérie, que les symptômes hystériques s'évanouissaient les uns après les autres et sans retour, quand on réussissait à mettre l'élément provocateur en pleine lumière et à réveiller l'état affectif qui l'avait accompagné. Comme tous les symptômes dépendent d'une excitation sexuelle détournée de son but originel, il suffit de ramener l'attention du malade sur le phénomène sexuel primitif. La plupart des disciples me semblent encore aujourd'hui admettre ce mode de traitement comme essentiel. Monsieur E. Jones, par exemple, résume toute la thérapeutique dans cette formule. Il suffit de rendre le malade capable de démêler les processus confus qui siègent au fond de lui-même. Le rappel à la conscience de souvenirs sexuels refoulés sera donc le second procédé de traitement. Pour ceux qui ne sont pas initiés, ces deux procédés de traitement ne semblent pas à première vue d'une efficacité incontestable. En songeant au préservatif idéal que M. Freud demande à la science médicale, je ne pouvais m'empêcher de songer que dans certains cas au moins, les amants n'en ont pas besoin. Il y a des couples qui, même désirant des enfants, ont toujours été stériles. Ceux-là n'ont point besoin d'attendre la découverte du préservatif idéal. Comment se fait-il que dans de tels couples, il se rencontre des névropathes? Or, je connais plusieurs exemples de ces ménages stériles et sans maladie vénérienne, où le coït a toujours été, de l'aveu des deux conjoints, absolument normal, régulier et satisfaisant, et où cependant l'un des deux présente des troubles névropathiques fort graves. Cette réflexion, je l'avoue, gêne ma confiance dans l'efficacité du premier procédé de traitement de la psychoanalyse. Plusieurs auteurs ont fait à propos du second procédé des réflexions analogues. Monsieur I. H. Coria remarque, comme je l'avais fait moi-même, que les idées fixes ne disparaissent pas nécessairement parce qu'on les a rendues conscientes, et que, même après cette expression, il sera nécessaire de lutter contre un automatisme psychologique devenu conscient mais persistant. Monsieur Morton Prince fait observer que ces souvenirs, ces idées, sont devenus subconscients parce qu'ils étaient en conflit avec les autres idées et les autres sentiments du sujet. Si on les ramène de force dans cette conscience qui ne les tolère pas, ils seront bien vite repoussés de nouveau et tout sera à recommencer indéfiniment. Messieurs E. Régis et A. Esnard ajoutent qu'il n'est pas toujours prudent de causer indéfiniment avec ces névropathes de leurs idées obsédantes, et que l'on peut arriver par ce moyen à enfoncer plus profondément les idées dans l'esprit. On pourrait présenter bien d'autres réflexions pour montrer que ces traitements ne s'imposent pas à première vue d'une manière indiscutable. Comment pourrons-nous choisir entre ces opinions adverses? Comment pourrons-nous juger de la valeur de ces méthodes thérapeutiques avant de les essayer de nouveau? Comment pourrons-nous savoir quels sont les malades susceptibles d'en retirer un bénéfice? Nous ne pourrons le faire qu'en comprenant très bien les observations qui nous sont présentées, en voyant très nettement à leur lecture de quel malade il s'agit, à quels symptômes le traitement s'adresse et comment il a été appliqué. Jamais le diagnostic, jamais le formulaire ne seront trop précis quand il s'agit d'apprécier la valeur d'un traitement et de le reproduire. C'est à ce moment que nous sentirons cruellement les inconvénients du langage vague et métaphorique de la psychoanalyse. Non seulement, comme nous l'avons vu, tout est généralisé démesurément, mais encore, tous les termes ont un sens à demi mystique, ou plutôt, ils ont un double sens, et nous ne savons jamais comment il faut les interpréter. On ne sait plus du tout ce que c'est qu'un souvenir traumatique, un souvenir subconscient, ni surtout ce que ces auteurs entendent par sexualité et par trouble sexuel. Si nous nous permettons de prendre littéralement les mots masturbation, coït réservé, satisfaction sexuelle insuffisante, on nous montrera du doigt en nous accusant de wild psychoanalyse. Il faut que nous devinions que dans certains cas, masturbation et coït incomplet, cela signifie manque de satisfaction esthétique. Mais il ne faudra pas cependant sublimer dans tous les cas. Comment nous y reconnaître ?
Comment pourrons-nous rendre compte du diagnostic du malade et du genre de traitement qui lui a été appliqué? Il me semble vraiment que c'est enlever à la psychoanalyse tout intérêt que de sublimer ainsi les mots qu'elle emploie, et c'est pourquoi dans les parties de cette étude, j'ai cru lui rendre plus de justice en prenant les mots dans leur sens usuel et intelligible. Cependant, me dira-t-on, l'étude des rapports entre les instincts sexuels et les sentiments affectueux, l'étude des relations entre le sentiment de l'amour, les arts, les poésies et les religions ne peut pas être sans intérêt, sans aucun doute. Mais il y a ici un malentendu grave qu'il me paraît important de signaler. Ce sont là certainement des problèmes intéressants, mais intéressants à un point de vue particulier et pour un certain ordre d'études. Ce sont là des problèmes qui, au moins dans la façon dont ils ont été discutés, appartiennent à la philosophie générale et même à la métaphysique. Il ne faut certainement pas supprimer la métaphysique, et je supplie que l'on ne me fasse pas dire un pareil blasphème, mais il faut la laisser à sa place. Il faut la discuter dans les templa serena, dans l'atmosphère paisible des congrès de philosophie. Il faut absolument éviter de la transporter au lit des malades et dans les salles d'hôpital, dont l'atmosphère ne lui vaut rien. Je ne crois pas du tout pour ma part que les idées religieuses et morales soient sorties uniquement des instincts sexuels, et je crois qu'il y aurait bien des choses à dire sur ce point, si nous pouvions nous placer au point de vue de la philosophie générale, mais je me garderais bien de commencer cette discussion devant le congrès de médecine entre un rapport sur la démence précoce et un autre sur la fièvre typhoïde. Sans doute, les idées et les mots doivent être réformés de temps en temps par des spéculations philosophiques. Mais il faut laisser les philosophes faire ces réformes à loisir et attendre qu'ils se soient bien mis d'accord avant de faire pénétrer ces réformes dans le langage scientifique. La science actuelle et pratique doit prendre les idées et les mots comme ils sont dans la pensée de son époque. À moins de vouloir retourner à la tour de Babel, nous ne devons pas appliquer à des observations et à des études médicales des conceptions philosophiques que nous imaginons à plaisir et que les philosophes eux-mêmes n'ont aucune envie d'adopter. La psychoanalyse est avant tout une philosophie, intéressante peut-être si elle était présentée à des philosophes. Elle se rapproche, comme le remarquaient messieurs E. Régis et A. Esnar, des conceptions que Stahl, Heinroth et l'école dite psychologique allemande proposaient dans la première moitié du siècle dernier aux médecins philosophes que tentait le problème métaphysique de la folie. Malheureusement, la psychoanalyse veut être en même temps une science médicale, et elle a la prétention de s'appliquer au diagnostic et au traitement des malades. Voilà la véritable origine de toutes les difficultés et des malentendus que nous avons rencontrés dans son étude. Si je ne me trompe beaucoup, la neurologie et la psychiatrie ont aujourd'hui besoin de toutes autres études. Et ce n'est pas sous cette forme philosophique que la psychologie doit être présentée aux médecins. Bien souvent déjà, les études psychologiques, rédigées par des médecins, ont affecté les allures de grande métaphysique et ont prétendu expliquer d'un seul coup l'histoire, la morale, les religions et les crises de nerfs. Peu à peu, les médecins ont été obligés de renoncer à cette littérature. Ils ont reconnu, avec le vieil Aristote, qu'il ne fallait pas mêler les genres. Et ils ont compris que ni la métaphysique, ni la médecine n'avaient intérêt à se confondre. La psychologie ne peut être acceptée dans les études médicales que si elle renonce aux ambitions démesurées et se borne à résumer la conduite et les attitudes des malades par des termes précis et bien définis, en rattachant tous les faits par un déterminisme aussi rigoureux que possible. Ce travail est évidemment très difficile. Il ne peut se faire que lentement, et nous sommes tentés de dépasser nos observations incomplètes et nos inductions lentes par des généralisations hardies et par des interprétations symboliques et faciles. Il ne faut pas être trop sévère pour ces échappées de l'imagination. Ces rêveries consolantes sont peut-être nécessaires pour encourager les travailleurs et pour aider à continuer leurs travaux pénibles. Très souvent, un grand mouvement de recherche est provoqué par une de ces doctrines ambitieuses qui prétendent tout expliquer par un mot. La thèse orgueilleuse et puérile ne tarde pas à disparaître. Mais il reste une foule d'observations précieuses qu'elle a aidé à recueillir. Personne aujourd'hui ne voudrait rappeler les prétentions de la suggestion universelle qui expliquait tout et qui guérissait tout il y a 30 ans. Mais qui oserait nier que l'école de la Salpêtrière et l'école de Nancy ont puissamment contribué au début de la psychologie pathologique et ont laissé une foule de connaissances utiles.
Il en est de même, si je ne me trompe, pour les études innombrables de M. Freud et de ses disciples. Puisque j'avais accepté de faire ce rapport, j'ai été obligé, bien contre mon gré, de montrer aux médecins les exagérations et les illusions qui déparent la psychoanalyse. Mais je sais bien que, au-dessous de ces exagérations, et peut-être grâce à elles, se sont développées une quantité d'études précieuses sur les névroses, sur le contenu des divers délires, sur l'évolution de la pensée dans l'enfance, sur les diverses formes des sentiments sexuels. Ces études ont attiré l'attention sur des faits peu connus et que, par suite d'une réserve traditionnelle, on était trop disposé à négliger. Plus tard, on oubliera les généralisations outrées et les symbolismes aventureux qui, aujourd'hui, semblent caractériser ces études et les séparer des autres travaux scientifiques. Et on ne se souviendra que d'une seule chose, c'est que la psychoanalyse a rendu de grands services à l'analyse psychologique. Professeur Pierre Janet.